Pour commencer, nous avons le plaisir d'accueillir Lise Langlois pour une présentation de 45 minutes, suivie d'une discussion de 20 minutes. Ensuite, nous ferons une pause et nous aurons le plaisir d'écouter Thierry Ménissier pour le même format, 45 minutes de présentation, suivi de 20 minutes de discussion. Et ensuite, on enchaînera avec un regard croisé avec Magali Bounet de la DGEFP, Franca Salis-Madinier de la CFDT Cadre, et puis Ludovic de Carpouët du MEDEF Vendée. Merci d'être avec nous cet après-midi. Je vous propose, Lise, de commencer et je vais vous céder la parole. Et merci beaucoup. Merci, Lanac, pour cette invitation. Je suis honorée d'être parmi vous puis de participer à ce panel et aux échanges là, qui vont être faits à la toute fin. Je vais partager mon écran et vous me direz si tout va bien de votre côté. Est-ce que vous voyez mon écran? Parfait. Oui, parfait. Donc, voilà. L'IA générative dans l'éducation, quelle transformation et défis professionnels? Je sais que c'est le thème de votre présentation aujourd'hui dans le cadre de ce séminaire-là. Je vais vous parler d'une application en particulier, d'un système, pas directement de l'IA générative, un peu comme on discutait avec Ludovic précédemment. Peut-être que l'IA générative est l'arbre qui cache la forêt. Il y a d'autres applications qui ont des retombées importantes sur les pratiques professionnelles. Et puis, si vous voulez qu'on discute un peu plus précisément là, sur ce système, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Je trouvais ça important de vous parler de cette expérimentation-là, car c'est un projet qui a été fait avec le ministère de l'Éducation et les organisations scolaires. Je trouvais que ça soulevait des questions qui se retrouvent justement dans l'IA générative. En tout cas, je vous laisse juger de la chose et on pourra en discuter plus approfondi là, à la fin. Donc, mon plan est très simple, 3 points. Je vais vous parler de la mise en œuvre d'IA et les préoccupations scientifiques qui ont émergé à partir de là. Évidemment, je vais m'attarder sur l'assise du projet d'IA prédictive. Ici, je vais vous parler de plus de ce modèle-là en éducation au Québec parce que je trouvais qu'il était riche comme modèle expérimental. Et je vais terminer par les défis les questionnements que ça pose tant aux professionnels de l'éducation qu'aux gestionnaires de l'éducation, qu'aux syndicats. Voilà. Un peu de contexte, comme vous le voyez, puis vous avez eu accès à plusieurs séminaires depuis sous l'égide de l'ANAC. Il y a énormément de développements qui se font présentement en intelligence artificielle. On voit que les robots conversationnels ou les chatbots, comme on dit en anglais, euh, sont intégrés dans les services publics. Hein, nous, au Québec, on a l'INOT, AMI. Dans les municipalités, on utilise beaucoup ces technologies-là. Des assistants d'information juridique. Vous avez Albert en France qui a été une grosse application qui a été lancée. Nous, on a une autre application pour traiter les dossiers d'immigration qui a eu des ratés, qui a été analysée par les chercheurs de l'Observatoire. Donc, il y a vraiment des outils d'IA qui imprègnent l'administration publique, tant dans le domaine de l'éducation, puis aussi en santé. En santé, depuis 2019, il y a différentes plateformes de données de santé qui ont vu le jour pour optimiser, comme on dit, les plans de traitement, la gestion des lits, soit offrir du soutien à la préparation, puis à donner des réponses lors de la pandémie. On a eu toute ça, une panoplie d'applications d'IA durant la pandémie qui a été quand même assez intéressante. Il y a aussi les assistants robotiques en chirurgie, et tout ce qui entoure, par exemple, la découverte de nouveaux médicaments. Euh,
Aussi, dans les services policiers, on a les logiciels de reconnaissance faciale, on a les policiers dans leur pratique professionnelle qui ont des caméras qui soulèvent des enjeux. euh, L'installation de caméras de surveillance dans l'espace public, souvent qui n'est pas discuté parmi la population. Puis souvent, on voit ces caméras s'installer lors d'événements et on justifie l'installation de ces outils technologiques pour des raisons de sécurité, mais il n'y a pas de véritables débats démocratiques qui sont faits sur ces outils d'IA. Puis, ben, plus près de nous, en éducation, les enseignants utilisent évidemment l'IA générative. Ça soulève énormément d'enjeux, surtout avec l'utilisation de ChatGPT. Donc, on a vu une montée de pratiques euh, et de revendications à l'égard de l'IA générative. Présentement, nous, à l'Observatoire, on a lancé un gros questionnaire. On a invité le milieu préuniversitaire et le milieu universitaire à mener des sondages pour avoir le portrait le plus complet possible sur cette utilisation-là. Donc, ça va vraiment faire plaisir de vous en parler précédemment. Euh, je cite un site de Grande-Bretagne, le site Tussell, qui dit que 164 contrats mentionnant l'IA ont été conclus avec des organismes publics depuis février 2024 en Grande-Bretagne. Des entreprises technologiques comme Microsoft, Meta encouragent vigoureusement l'adoption de leur système d'IA à travers le gouvernement. Google Cloud a financé un rapport suggérant qu'une plus grande utilisation de l'IA générative pourrait générer jusqu'à 38 milliards de livres d'économies dans le secteur public d'ici 2030. Donc, on voit que les gouvernements, puis là, je cite l'exemple de Grande-Bretagne, on voit que les gouvernements sont vraiment aux prises avec les producteurs d'IA, puis ceux qui ont la puissance de calcul, et d'autres pratiques on peut voir dans d'autres administrations publiques où on va parler de souveraineté pour essayer d'avoir le plus de contrôle possible sur nos bases de données, par exemple. Alors, donc, ça crée vraiment des situations quand même assez délicates sur le plan de l'administration publique et ça soulève évidemment des enjeux importants. Et ça nous fait penser un peu, j'ai marqué ici les temps ingénieurs de Desrosières. J'aurais pu citer Alain Suppiot en 2015, mais il ne faut pas oublier qu'on a vu arriver la nouvelle gestion publique hein, dans les années 2000, qui est devenue le leitmotiv des administrations publiques, où l'importance du management par les données ou la gouvernance par les normes, comme a dit Suppiot, devenait la tendance du moment, ben, et ça s'est bien installé. Je dirais même que ça s'est même renforcé avec l'intelligence artificielle. Puis là, on parle de plus en plus, en tout cas du moins au Québec, des politiques fondées sur les données probantes. Il ne faut pas oublier que c'est un emprunt au monde médical. Hein. Les données probantes, c'est vraiment un emprunt. Puis, donc, ça devient un peu le leitmotiv. Plus près de nous, on a eu un rapport qui est sorti de Vincent Pasquier et collaborateurs sur la gestion algorithmique qui pose des questions quand même assez importantes au niveau de l'organisation du travail, au niveau des pratiques qui ont cours, puis en même temps sur tous les enjeux sur le plan syndical qui peut être soulevé par cette gestion algorithmique parfois euh, à tout prix et malgré des débats qui ne sont pas encore faits et dans lesquels on subit en quelque sorte toute cette gestion-là sous la marque de l'innovation, sur la gestion du changement. On va souvent utiliser ces mots-là. Il faut une meilleure gestion du changement, une plus grande efficacité, une plus grande productivité, puis que ça va alléger la tâche des professionnels. Moi, j'ai jamais vu autant de professionnels en surcharge, fatigués aussi, avec des problèmes de santé mentale qui sont en croissance. Alors, on vit dans
dans ce paradoxe-là présentement et il y a beaucoup de difficultés à avoir de la clarté sur ce qui se passe dans ces nouvelles tendances managériales. Euh, donc, on voit aussi que les systèmes continuent une gestion par le biais des normes managériales, mais en même temps, il ne faut pas oublier que ces systèmes, puis c'était le propos de ce séminaire-là sur l'imaginaire symbolique, la transformation, bien, ces systèmes influencent de plus en plus nos représentations et on voit apparaître de nouvelles normes sociales. Donc, je voulais saluer le temps que vous prenez pour qu'on réfléchisse ensemble parce que je pense qu'on n'aura pas fini de faire le tour de la question sur ces nouvelles représentations sociales et leur influence qui s'installe dans la sphère publique présentement. Comme je le disais au tout début, je vais vous citer un exemple qui a lieu au Québec sur le plan de l'éducation, puis qui touche les enseignants, plus particulièrement les pratiques professionnelles des enseignants. J'ai mis ici deux exemples qui ont fait débat, des exemples qui datent évidemment de 2018-2020, mais que pour moi sont très parlants en termes de risques éthiques présentement. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ces deux expérimentations-là qui ont été faites, dont une en Suède. En Suède, la petite municipalité de Skeltea, je ne sais pas si je le dis bien, là, excusez-moi pour les Suédois qui sont présents dans la salle, qui ont suivi illégalement 22 élèves pendant 3 semaines, puis ils détectaient le moment où chaque élève entrait dans une salle de classe. Donc, évidemment, ces pratiques-là se sont faites sans consentement, loin de d'un débat démocratique. Donc, puis la municipalité qui a instauré ce système-là pensait que la technologie de reconnaissance faciale qui était utilisée dans l'exemple permettrait aux enseignants d'économiser 17 280 heures par an en ce qui concerne l'assiduité des élèves. Donc, évidemment, l'autorité de régulation suédoise a jugé qu'il s'agissait d'une raison légalement disproportionnée pour collecter des données personnelles aussi sensibles, d'où une amende de 200 000 couronnes suédoises qui leur a été imposée. Donc, c'est un projet qui a eu qui a entraîné beaucoup de coûts, mais en même temps qui a avorté de façon flagrante. L'autre projet, c'est Ofqual, leur système de qualification d'entrée aux examens américains. L'exemple de la Grande-Bretagne, c'est qu'il y a des milliers d'étudiants d'Angleterre qui ont reçu leur note d'examen, là, le E-Level, là, qui te permet d'entrer dans différents établissements universitaires. Puis l'algorithme qu'il avait mis en place, c'est qu'au lieu de noter les examens réels de ces jeunes-là, les notes ont été déterminées par un algorithme d'IA et près de 40% des étudiants ont reçu des notes inférieures à celles qu'ils avaient prévues, ce qui a déclenché vraiment un tollé général, une action en justice. Ça a été, il y a eu des articles dans The Guardian un peu partout pour décrier cette utilisation-là à mauvais escient. Et encore là, ça a été un autre exemple d'instauration de systèmes d'IA loin d'un débat public très opaque, etc. Puis ça a été avorté et repris différemment par la suite compte tenu de la contestation publique. Ici, je vais citer trois articles dans la base de données ERIC, qui est la revue spécialisée en éducation. Le processus d'évaluation quand même est assez rigoureux pour cette revue-là. Ici, c'est une étude chinoise et c'est très clair qu'en Chine, on dit que l'ambition, c'est de prendre le leadership d'ici 2030 au niveau de la technologie d'IA au sein des établissements scolaires. Donc, cette étude
de ces chercheurs-là mentionnent que l'enseignement de l'IA dans les écoles primaires, secondaires sont encore au stade initial. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on pense toujours que dans les pays d'Asie, c'est très, très, très avancé, c'est bien intégré, etc. C'est une étude qui date de 2024. Alors, il faut savoir que je pense que dans le monde, tous ceux qui font des tentatives, on n'en demeure pas moins qu'on est au stade initial. Au Québec, je vous le confirme, on est vraiment dans le stade initial. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que parmi les facteurs d'influence de l'enseignement de l'IA, on mentionne que les facteurs sociétaux jouent un rôle prédominant dans l'environnement externe, suivi par les facteurs scolaires. Et tandis que le niveau d'engagement des élèves dans l'apprentissage est identifié comme le facteur le plus crucial au sein du système interne. Donc, je voulais souligner ces aspects-là parce que, encore une fois, des fois, on pense qu'il y a d'autres considérants qui sont très, très, très importants, mais ne pas négliger les facteurs sociétaux puis l'engagement des élèves dans tout ce débat. Puis l'IA générative, euh, qui est le thème, bien, ça aussi, c'est un facteur, en tout cas, du moins, je le vois dans différents projets présentement, importants. Une autre étude, celle-là peut-être plus qualitative, on a suivi 13 enseignants dans différents pays avec une méthodologie d'analyse thématique sur la collaboration de l'IA parmi les enseignants, l'interaction humain-machine, etc. Puis on voit que dans cette étude-là, on souligne, c'est sûr que le nombre euh, tu sais, 13 fois 5, bon, ça fait pas énorme comme nombre, mais n'empêche que l'analyse est assez rigoureuse sur le plan qualitatif. On voit que, justement, on voit des gains de compétences parmi les enseignants, mais en même temps, on voit une régression. Puis quand je parle de compétences ici, la compétence qui est soulignée, c'est la compétence de leadership. Euh, Puis ensuite, on voit que le rôle, quand il y a une régression, bien, le rôle diminue, devient un peu plus étroit. Alors ça, j'ai trouvé ça intéressant de souligner cet aspect-là parce que on va souvent mentionner que quand on utilise l'IA, on va faire des gains de temps, puis on va avoir plus de temps pour la qualité, puis euh, de passer du temps avec les élèves en difficulté. Mais cette étude-là démontre que justement, il faut faire attention. On peut perdre certaines compétences. Puis si on voit la compétence comme étant une aptitude, hein, et non une attitude, euh, toutes les recherches sur la compétence démontrent que c'est une aptitude qui se développe, c'est pas un état. On développe ses compétences. Bien, quand il y a une régression, c'est un peu comme un muscle, on peut moins l'utiliser, donc il est moins actionné. Et par la suite, bien, petit à petit, on a plus de difficultés à mobiliser ses ressources et à utiliser certaines qu'on utilisait précédemment dans le passé sur d'autres contextes. La dernière étude que je voulais souligner, c'est celle qui parle de justement là, les modèles prédictifs, qui est une grosse tendance dans les milieux de l'éducation. Les modèles prédictifs d'IA, c'est très fort. Du moins au Québec, ça a été une tendance là, qui est très présente et c'est pour ça qu'on a suivi particulièrement un projet. Là, on voit qu'il est possible justement de prédire le comportement, les attitudes, les performances des étudiants pour raffiner justement les interventions pédagogiques. Puis on cible souvent les étudiants qui ont des difficultés d'apprentissage. Donc, on va pouvoir mieux intervenir pour, soi-disant, mieux agir. Mais ce mieux agir-là nécessite des conditions quand même importantes dans l'organisation du travail qui, parfois, ne sont pas là. Une fois qu'on a installé ça puis qu'on a dit ça, bien, il y a toute une nomenclature à instaurer au sein de l'organisation du travail qui est souvent absente. Donc, l'autre aspect que je vais terminer là-dessus avant de passer au cas d'expérimentation, l'autre aspect que je voulais souligner, c'est les considérations pour l'équité, la diversité et l'inclusion.
Évidemment, il y a eu des études, puis là, je pense entre autres à celle de Virginia Eubanks aux États-Unis, qui a suivi plusieurs systèmes d'IA et qui a démontré que ça accentuait les inégalités puis la fragmentation. Je vous encourage à lire ces travaux. C'est vraiment, ça s'inscrit dans une perspective ethnométhodologique. Donc, pour avoir un portrait fin de l'implantation de ces systèmes, c'est assez intéressant. Et toute la considération pour l'EDI, hein, ce qui est l'équité, diversité et inclusion, est quand même une composante qui est décrite comme étant importante dans la norme de l'UNESCO, hein, la norme éthique de l'UNESCO. L'EDI est très présent au Canada. Je vous dirais, depuis les années 2010, l'EDI a influencé les organismes subventionnaires, les politiques publiques aussi. On en a fait des critères incontournables, en tout cas du moins en recherche. Et aussi dans les organisations du travail, c'est de plus en plus important. Ce qui est particulier au Canada en matière d'équité, diversité et inclusion, bien, c'est les Premières Nations et les sociétés inuites. Euh, Évidemment, c'est juste pour vous parler un petit peu plus de cette population-là. Elle fait partie du système scolaire québécois et canadien, mais il y a quand même des enjeux importants qui sont soulevés. L'éducation devient un élément très, très, très important et stratégique pour les populations minorisées. Puis c'est aussi le terme qui est utilisé par la Société des Premières Nations, c'est l'autodétermination. C'est-à-dire que d'avoir la possibilité de choisir d'être souverain, de contrôler ses données et de regarder très attentivement les systèmes d'IA qui sont implantés, du moins dans le domaine de la santé, ils ont leur propre base de données de santé. Puis en éducation, ça devient un enjeu important. Pourquoi? Ben parce qu'ils veulent contrôler ce qui est pertinent pour leur culture sur le plan de la langue, des savoirs indigènes, etc. Donc, ils veulent aussi en même temps récupérer justement ces éléments-là qui ont été perdus. Puis, il y a toute une démarche présentement de guérison des communautés, de reconstruction des identités indigènes qui sont importantes. Alors, on ne peut pas arriver avec des systèmes d'IA et de faire une imposition. Là, il y a vraiment tout un dialogue à instaurer avec les populations. Puis on le voit aussi plus largement dans ce qu'on dit en anglais le Global South, hein, où on s'est aperçu, puis il y a plusieurs études qui viennent le confirmer, que dans l'instauration et l'implantation des systèmes d'IA, bien, il y a une forme de colonialisme qui passe par les données et un modèle souvent nord-américain, plus souvent états-unien, prôné par les GAFAM et fortement imposé. Alors, on voit que dans cette imposition un peu colonialisme de ces données-là, puis de ce modèle-là, bien, il y a comme un effet miroir d'une société au détriment de d'autres sociétés qui revendiquent leurs particularités. Un effet miroir dont les effets sociétaux sont quand même assez importants, puis ça a été souligné par la philosophe Valor dans son dernier risque, dans son dernier livre, pardon. Donc, il y a ces enjeux-là qui demeurent importants dans lesquels on doit demeurer à l'affût de, de cette tendance lourde qui est présente présentement. Donc, je voulais utiliser le modèle prédictif pour vous illustrer les enjeux qui se sont posés au Québec. Et avec la montée de l'IA générative, je vois à peu de choses près les mêmes éléments. Donc, je vais faire vite, juste pour vous mentionner qu'en 2022, la volonté du ministère de l'Éducation, c'était d'instaurer des systèmes d'IA au Québec dans le domaine de l'éducation. Et la première démarche qu'ils ont fait, c'était de créer un centre d'expertise en IA qui travaillerait avec différentes parties prenantes. Alors, pour ce centre d'expertise-là, c'était
une matérialisation là, de ce que le ministère voulait, parce qu'on est dans un système très centralisé. Tu as le ministère, puis tu as les organisations scolaires qu'on appelle les centres de services scolaires. Il y en a 61 au Québec. Il y en a deux qui ont des statuts particuliers, puis c'est pour ça que je vous ai parlé des Autochtones. Les deux qui ont des statuts particuliers, c'est pour les Premières Nations. Puis il y a 9 commissions scolaires anglophones. Donc, c'est un peu l'environnement. Et pour gérer tout ça, en créant un centre d'expertise, on voit que ça va être comme une structure intermédiaire qui interagit avec les centres de services scolaires. Ce qui a été intéressant au tout début de ce système-là, bien, ça a été d'avoir des spécialistes. Donc, la GRIX ici, c'est un organisme qui est responsable des données, qui travaille aussi sur euh, tout le, pas juste les algorithmes prédictifs, mais qui travaille sur les bases de données pour le gouvernement. Ivado, c'est un organisme de recherche qui travaille sur le transfert des données. Mila, c'est le producteur des données. Mila, c'est le centre de recherche de Joshua Benjo, et l'OBVIA, qui est notre observatoire sur les impacts sociétaux. Puis aussi, il y avait des grands spécialistes en éducation. Donc, toutes ces parties prenantes sont à la table de ce centre d'expertise-là. Puis le but, bien, c'est vraiment d'éclairer la démarche d'intégration des systèmes d'IA au sein des organisations scolaires. Ce qui est, euh, Ce qui est très intéressant dans ce projet-là, bien, vous vous en doutez, les données, c'était l'élément clé de tout ça. Puis, il faut savoir que l'utilisation des données en éducation au Québec est encadrée par des lois provinciales qui sont strictes sur la protection des renseignements personnels. Puis, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur joue quand même un rôle central dans la collecte et l'analyse des données éducatives. Donc, la question tout de suite qui s'est posée, c'était de comment s'assurer de la qualité et de la fiabilité des données qui étaient collectées, surtout dans des contextes éducatifs qui sont très variés, hein, parce que comme je vous dis, chacun a ses propres pratiques de collecte de données et ça posait évidemment des enjeux. Et à partir de là, on voyait bien que les centres de données, les centres de services scolaires disposaient de données importantes, mais les pratiques de collecte de données et le nettoyage de ces données-là, qui était l'élément clé, variaient d'un centre à l'autre. Alors, nous, on a proposé de faire une cartographie. On a vraiment recommandé de faire une cartographie des variables qui étaient utilisées pour prédire, par exemple, le décrochage scolaire. Puis, on s'est aperçu qu'il y avait une variabilité dont les systèmes d'IA, les premiers systèmes d'IA qui ont été implantés, ne prenaient pas en considération. Ils étaient plus dans une logique d'uniformisation. Juste un exemple pour illustrer mon propos, on voyait que dans certains milieux, il y avait un nombre plus important d'élèves inscrits aux adultes. À partir de 16 ans, les élèves ne sont pas obligés d'aller à l'école. Donc, quand ils reviennent, sont considérés sous le chapeau d'adultes. Donc, il y avait des milieux qui avaient des populations adultes plus importantes et ça ne prenait pas en considération cette population propre à ces milieux. Donc, il fallait vraiment réfléchir ensemble sur ces éléments-là de particularité qui s'instauraient dans les organisations scolaires. Euh, on a vu aussi que la valorisation des données est très limitée, puis la capacité de partage d'informations qui est limitée par la capacité de partage d'informations. Puis ici, les centres de services scolaires sont propriétaires de leurs données. Puis quand on partage les données avec le ministère, ça se fait à des moments très définis, très encadrés. Et ça se fait souvent sous un mode de collecte non automatisé. Puis ça varie, comme je le mentionnais, d'un centre à l'autre. Donc, le centre d'expertise était très, très, très conscient de ça. Puis ça soulevait énormément d'enjeux au tout début de ce projet. Juste pour vous mentionner, pour moi, ce que je trouve intéressant de ce projet-là, c'est au début,
nous n'étions pas, nous, à l'Observatoire, les chercheurs qui s'intéressons aux impacts sociétaux, nous n'étions pas au tout début de ce projet-là. Et le projet a été construit, on voulait construire 6 algorithmes d'intelligence artificielle pour pouvoir les implanter dans le milieu scolaire. Et c'était que la solution technique qui était proposée. Alors, à partir de là, il y a eu tout de suite des enjeux. Il n'y avait pas eu de consentement des parents lorsqu'on a collecté les données pour tester les modèles. Puis, il y avait un enjeu de protection de la vie privée qui a été soulevé dès le départ, pardon. Donc, ils ont dû refaire leur devoir, puis à partir de là, la solution technique est devenue en second plan et la solution sociale a pris de plus en plus d'importance. Donc, avec l'importance de mettre de l'avant une cartographie pour regarder les définitions de variables et les pratiques des milieux, c'est devenu très important. Puis l'autre aspect qui est devenu important, ça a été l'encadrement éthique. Donc, on a reconsidéré le projet sur ces assises-là et on a vraiment vu que l'encadrement éthique était la pierre angulaire du projet. Et là, c'est devenu vraiment très important. Et la solution technique qui était de 6 algorithmes est devenue à 2 parce que c'était plus gérable. Puis on voulait repositionner cette solution technique-là à la lumière de la cartographie et du guide de l'encadrement éthique qui avait été proposé. Donc, le projet a pris de l'ampleur, puis par la suite, un autre aspect qui est devenu important et qui a été accepté par tous les parties prenantes, c'est d'aller chercher l'acceptabilité des parents. Parce qu'on voyait bien qu'on instaurait des systèmes, puis que ce n'était pas discuté sur le plan public. Et là, un sondage pour aller vérifier l'acceptabilité des parents à l'implantation de ces systèmes-là est devenu très important. Puis, même chose pour les enseignants, c'est d'avoir des groupes de réflexion et de discussion avec les enseignants et les différentes parties prenantes autour du milieu scolaire pour évaluer la chose et recueillir leur impression au niveau de leur pratique professionnelle. Alors là, on en est là dans le projet. Je voulais juste vous parler un peu des jalons qui ont fait un peu basculer le technosolutionnisme qui était très fort au début pour se diriger vers une orientation qui était plus près des besoins et qui reflétait plus la réalité des milieux, mais en même temps qui intégrait les préoccupations des enseignants. Je disais tout à l'heure que l'encadrement éthique est devenu la base, la pierre d'assise, pardon. Puis, vous savez, des fois, on dit toujours, ah, l'éthique, les chartes éthiques n'ont pas de mordant, ça prend des lois, ça prend de la régulation. Ici, on a vraiment un exemple où les valeurs et les principes partagés est devenu un élément majeur dans la construction, du moins, de cette intégration d'IA en milieu professionnel. Ici, c'est 7 principes qui sont utilisés suite à une analyse qu'on a faite en 2020-21 sur quelles étaient les valeurs qu'on retrouvait dans les chartes éthiques. Il y en avait, comme vous le savez, des centaines de principes et de valeurs. Puis on a fait ressortir celles qui étaient les plus citées euh, dans le domaine de l'éthique de l'IA. Donc, juste pour illustrer, je ne parlerai pas des 7 valeurs, mais juste pour vous dire que les enjeux de vie privée ont été très importants au début, puis à partir de là, c'est devenu un principe majeur. L'explicabilité, on était vraiment inscrit dans une quand on intervenait à partir de ce document-là avec les différentes parties prenantes, on s'inscrivait dans une démarche d'éthique réflexive. Alors, il fallait poser des questions pour voir si ces valeurs étaient protégées ou en péril. Donc, la démarche était très importante. Juste un exemple pour l'explicabilité. On disait, êtes-vous en mesure d'expliquer le fonctionnement de votre système d'IA? Avez-vous mis en place des mesures et processus d'explicabilité pour rendre compréhensibles les résultats obtenus par votre système? Pour l'autonomie, qui est devenue aussi un autre enjeu, c'est
comment le système qui est en place vient soutenir l'autonomie? Est-ce que vous prenez des mesures pour garantir cette autonomie-là? Est-ce qu'on a un contrôle suffisant sur les décisions prises par les systèmes, etc. Puis aussi, on ne touchait pas juste la pratique, mais on élargissait dans nos questions réflexives sur l'organisation, parce que c'est bien beau d'implanter un système puis de poser des questionnements éthiques, mais il ne faut pas que le poids ne soit juste que sur le professionnel. Il faut aussi penser aux mécanismes qui sont mis en place. J'accélère un peu plus. Tout ça, cette expérimentation-là a soulevé des questionnements assez importants qui ont constitué des enjeux éthiques. Et comme je le disais, au niveau de l'IA générative, présentement, on voit à peu de choses près les mêmes questionnements. Juste pour vous en citer quelques-uns, c'est comment prévenir les biais éventuels dans la collecte et l'interprétation des données. Donc, vraiment, c'était des discussions qu'on a eues. Comment protéger la vie privée? Est-ce que le système d'IA utilise des données personnelles ou sensibles? Lesquelles? Quelles mesures sont mises pour les protéger? Comment maintenir la relation pédagogique et l'expertise? Parce que je vous ai cité au tout début des études qui montraient le gain, mais aussi la perte d'expertise. Donc, ça a été aussi un gros sujet. Comment maintenir la transparence des systèmes utilisés dans les organisations? On parlait, est-ce qu'on doit l'inscrire dans un registre public? Est-ce que ça doit être accessible? Etc. C'est un peu les questions qu'on avait. Euh, Aussi, d'autres éléments de discussion qui ont été vraiment importants pour nous, c'était le rôle des enseignants. En tout cas, j'en ai mis quatre là, ici. Puis c'est des éléments que je trouve que les syndicats, les associations professionnelles devraient discuter, en tout cas, de ce que je vois de ce projet-là. Puis le rôle des enseignants, le savoir des praticiens, la crédibilité des experts et le jugement professionnel. Donc ça, c'était quelques préoccupations. Ce qu'on voyait, c'est que le personnel enseignant craint que ce type d'initiative restreint leur liberté professionnelle en leur imposant des façons de faire standardisées qui les empêchent de recourir à leur jugement professionnel. Ça, c'était une préoccupation. Il y a aussi une inquiétude que l'on détourne, par exemple, des modèles, ici, c'est les modèles prédictifs, de leur fonction originelle, soit prédire le décrochage scolaire pour les utiliser comme moyen pour évaluer et surveiller le personnel enseignant, entre autres en entrevoyant le nombre d'élèves à risque par classe ou en utilisant des données liées aux enseignants, donc ceux qui sont peut-être non qualifiés, etc. Mais on pourrait exercer une surveillance du monitorage de compétences de chaque enseignant et ça pourrait créer des dérives potentielles. Donc, ici, on a eu vraiment des discussions pour vraiment permettre de considérer ces enjeux-là qui ont quand même des répercussions assez importantes. Puis, tout le débat a porté sur est-ce que ça nous met en capacité ou ça nous assujettit. Et c'est encore un débat quand même assez important dans les systèmes d'IA. Et c'est la tension là, que je vous dirais entre la capacitation ou le fait d'être dépendant d'un système. Puis, comme je l'ai mentionné dans l'autre étude en éducation, il y a des capacités, il y a des compétences qui peuvent se perdre ici. Autre élément, c'est ça, là, comme je viens de vous dire, ça, excusez-moi, je viens de le dire, je pensais que j'avais enlevé la diapositive. Oups, excusez-moi, j'ai passé vite. Oups, j'ai eu un petit problème. Je vais juste reculer. J'ai passé outre cette diapositive-là que je voulais porter à votre attention. Euh,
évidemment, dans le projet que j'ai mentionné, je voyais que les commissions scolaires étaient très sensibles au fait que ça doit être inclusif. Euh, et même si le fait que de cibler les élèves à risque était la principale variable utilisée, qui était le résultat scolaire, on a vu que c'était limitatif. Et aussi le fait de recourir uniquement au concept de réussite scolaire, ça stigmatisait une population dans le cas qui était mentionné. Euh, je terminerai avec cette réflexion-là euh, pour terminer le propos aujourd'hui. C'est que, outre le fait qu'on voit que l'expertise des enseignants dans l'évaluation du cas ici du décrochage scolaire est un enjeu. On voit aussi que ça a un impact sur les pratiques pédagogiques qui est encore peu discuté, puis le rôle de l'enseignant dans cette automatisation de tâches aussi est encore peu discuté, puis il y a des angles morts. Alors, on voit qu'il y a une ambition, je vous dirais macro, d'automatiser le plus possible de tâches d'enseignants, mais il ressort quand même que le rôle de l'enseignant, compte tenu du fait qu'il est très peu discuté dans le domaine, et encore moins les interactions qui sont attendues entre les enseignants puis les systèmes d'IA, on ne sait pas vraiment la plus-value de tout ça. Euh, donc, ici, je trouve que c'est important de se rappeler que l'exemple du décrochage scolaire, ce n'est pas la réalité, mais c'est une représentation imparfaite d'une réalité. Donc, ça demande à être complété, nuancé, critiqué par le savoir des enseignants. Et l'expérience des enseignants joue, à mon avis, un rôle, ben pas à mon avis, mais joue un rôle central dans toute cette implantation de systèmes d'IA. Donc, à mon avis, il faudrait vraiment penser à développer des politiques éducatives qui intègrent les avantages, par exemple, des données, mais tout en reconnaissant les limites. Puis cela implique, à mon avis, une approche équilibrée qui soutient les enseignants dans leur pratique, protège les élèves de la pression excessive et favorise, tout en favorisant une éducation diversifiée. Donc, voilà, il faut vraiment, à mon avis, là, travailler dans ce cas-là, puis on l'oublie souvent parce qu'on réfléchit plus parfois à court terme, de travailler véritablement dans l'intérêt, des élèves et de la société dans son ensemble. Et pour travailler dans cette finalité-là, bien, le débat démocratique m'apparaît comme étant l'avenue à privilégier, un débat démocratique qui doit se faire avec les parties prenantes. Donc, je m'arrête ici et je vais participer à cet échange avec vous. Je vais arrêter mon partage d'écran. Excusez-moi pour le petit, le petit truc de mon PowerPoint. C'était parfait, Lise, et merci d'avoir pris le temps de partager cette expérience avec nous. Alors, je suis chargé un peu d'animer les échanges là sur le peu de temps qui nous reste, donc n'hésitez pas à nous adresser vos questions hein, si vous en avez. Dans l'attente, moi j'en ai quelques-unes. Euh, la première, alors je vais en poser deux simultanément. Mais la première a trait justement à cette idée d'approche équilibrée qui soutient les enseignants. Mais comment s'opère la représentation des enseignants, en fait, et des enseignants aussi comme partie prenante de la démarche? Euh, Là, j'ai l'impression que leur représentation a été médiée aussi par ce travail d'études et recherche qui s'appuyait sur des focus group, etc. Mais à quelles conditions ils peuvent aussi prendre part à ce débat un peu plus démocratique sur les applications d'intelligence artificielle dans l'éducation? Alors,
sais que le système de relations sociales au Québec n'est pas forcément le même qu'en France et le rôle des syndicats n'est pas forcément tout à fait le même, mais est-ce qu'il y a des choses qui émergent là-dessus? Et puis, deuxième question, voilà, je trouvais ça intéressant, comment était aussi déplacée l'enquête et l'étude, en tout cas, de l'intégration de DSIA dans l'éducation, appréhendée initialement sur des aspects techniques, puis appréhendée sous un angle éthique autour des principes là que vous avez décrits. Alors, c'est marrant parce que ce matin, on a eu Yann Ferguson qui avait participé aux travaux menés dans le cadre du partenariat mondial pour l'intelligence artificielle autour d'une IA digne de confiance et qui s'appuyait par ailleurs sur ces différents principes éthiques. Et dont, si on en faisait le tour, nous rendait compte du fait que, en tout cas pour ce qui concerne l'IA générative, on était loin du compte et qu'on était plutôt sur une IA indigne de confiance. Et du coup, la question que je me pose, c'est aussi comment ces principes s'ancrent dans les organisations, sont relayés possiblement par les gouvernements, puisque là, ce sont aussi les gouvernements qui sont à la manœuvre pour développer ces applications. Et puis, quel rôle, quelle place aussi hein, pour les enseignants, pour le coup, dans cet exemple précis pour porter aussi ces différents principes. Donc là, est-ce qu'il y a des formes organisationnelles ou politiques qui soutiennent l'encastrement de ces principes dans les organisations pour en faire de vraies lignes rouges et pas un droit possiblement mou qui resterait à l'interprétation de chacun? Ben, merci beaucoup, Ludovic, pour les deux questions. Pour répondre à la première, comment se passent les représentations? C'est sûr que dans l'exemple cité, c'était comme, comme tu l'as bien compris, c'était des focus group, c'était des représentations. Mais il faut savoir qu'au Québec, les syndicats des enseignants sont déjà en discussion sur l'intégration de l'IA. Je vous dirais que les syndicats, depuis 2019, sont déjà en discussion et qui ont suivi. Est-ce que vous m'entendez? Oui, OK, parfait. J'avais l'impression que vous m'entendiez plus. Donc, depuis 2019, déjà, les syndicats suivent les développements de l'IA et réfléchissent avec la communauté académique sur ces enjeux. Puis des organisations comme, par exemple, l'Observatoire, c'est des lieux de discussion. Puis on produit des rapports pour éclairer nos parties prenantes. Alors, nous, on travaille dans une logique de connaissance ouverte et les organisations telles que les syndicats, les associations professionnelles ont accès à ça. Et c'est un des buts de l'Observatoire d'outiller les parties prenantes qui proviennent du secteur de la santé, de l'éducation, etc., de retrouver les principaux enjeux. Fait que je vous dirais que le milieu académique, c'est sûr que nous, on converge, on ramasse les études, puis on les publicise, et même on a toute une logique de transfert auprès des milieux parce qu'on sait que des fois le langage est plus difficile à comprendre, surtout le langage technologique. On a même créé un abécédaire de l'IA qui est fortement utilisé là, dans les milieux éducatifs parce qu'on s'est aperçu que c'était nécessaire pour qu'ils comprennent et qu'ils sachent qu'est-ce qui se passe. Fait que donc, je vous dirais que comme posture d'observatoire, on participe à ça, mais en même temps, dans les milieux, on voit qu'ils s'approprient ces connaissances-là. Ça ne reste pas sur une tablette parce qu'on essaie de mobiliser le plus possible de joueurs. Concernant l'autre question que je trouve intéressante, puis je pourrais même l'extrapoler dans l'ensemble de l'éthique, parce que je travaille depuis une vingtaine d'années sur la formalisation de l'éthique. Oui, ça prend des conditions pour donner des dents à l'éthique, qui ne sont pas les mêmes dents que le juridique en tant que tel, là, mais ça prend une volonté politique. Puis nous, on a trouvé ça important par le biais du centre d'expertise de dire
le projet était mal parti. Alors, peut-être qu'il faudrait l'asseoir sur des bases. Puis, on a suggéré cette assise éthique. On ne le savait pas si ça allait être accepté parce qu'on était à une table où il y a plusieurs parties prenantes et ça a été accepté et c'est devenu la pierre d'assise, comme je l'ai dit. Et le gouvernement, j'ai mis une diapositive, je vais vous le mettre dans le chat après. Le gouvernement en a fait un guide. On a participé à la rédaction d'un guide sur l'utilisation de l'IA dans le milieu de l'éducation et c'est devenu l'élément incontournable. Alors, ça a joué sur les politiques publiques à ce niveau-là. C'est devenu l'élément fondateur. Puis là, il reste à le formaliser dans les organisations. Et ça, c'est une tâche qui va passer par des programmes de formation. C'est ce qu'on a commencé à faire. On a dit comment on formalise l'éthique. On dit que c'est ces principes-là qui sont au cœur du débat sur lesquels il faut faire attention. Mais faut formaliser le principe. Et pourquoi on a pris l'approche de l'éthique réflexive, c'est qu'on a dit, il y a des risques. Voici les questions à poser sur le plan de l'éthique réflexive. Puis on a créé ce document-là pour outiller les milieux de travail éducatifs, à mieux comprendre la, l'actualisation de l'éthique au quotidien, parce que l'éthique, pour certains, ça reste très abstrait. On dit, oh, on n'est pas contre la vertu, mais comment on doit le formaliser, c'est un peu comme ça. Donc, je dois dire que pour les deux questions qui ont été posées, c'est vraiment un effort de vulgarisation, de transfert et de formalisation qui est demandé, qui est souvent une étape qu'on néglige, mais qui joue quand même un rôle crucial si on veut mettre les gens en capacité. Il y a un terme que tu as évoqué là en introduction, euh, en tout cas une idée, qui serait que finalement il y aurait aussi une adoption des systèmes d'intelligence artificielle à travers les gouvernements. Et je me posais la question de est-ce un hasard? Ça sert qui et ça sert quoi? C'est-à-dire, j'entendais bien, en tout cas, les questions qui pouvaient se poser du point de vue du gouvernement québécois, hein, qui a été aussi une forme de rationalisation aussi des politiques publiques et des enjeux de maîtrise budgétaire qui peuvent se poser dans différents pays. Est-ce que ça sert ça ou est-ce que ça sert les GAFAM aussi qui voient à travers les services publics l'accès à des masses de données et d'informations qui leur permettent de développer des applications qui peuvent valoriser par ailleurs et donc une certaine forme d'économie Mm. de la donnée. Et du coup, c'est vrai qu'on introduisait un Mm. petit peu cette journée de conférence autour de l'idée que, bon, aujourd'hui, sur l'IA générative, on observe plutôt des pratiques assez sauvages dans les organisations. On se pose la question de la façon dont c'est domestiqué par les organisations. Et in fine, on pourrait se demander, à travers ce que tu présentes, s'il n'y a pas aussi une forme de domestication des gouvernements dans, dans l'adoption de ces systèmes d'intelligence artificielle qui se déploient par ailleurs dans différents environnements. Mm. Je pense que la question que tu soulèves ici, c'est une question qui va, qui va être toujours très, très, très présente, puis qu'on n'a pas fini d'en débattre. Euh, Sauf que cette question-là, on n'en débat pas publiquement assez comme société. C'est ça le problème. Puis c'est pour ça qu'au début, j'ai passé un petit peu peut-être trop de temps à expliquer qui est propriétaire des données dans le système québécois. Ouais. Donc, c'est les centres de services scolaires qui sont propriétaires de ces données-là, qui est un enjeu comme tel, parce qu'ils ont différentes pratiques, etc. Et les lois encadrent qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les données, donc ça, c'est une chose. Mais en même temps, le gouvernement peut faire des deals avec les GAFAM, comme je l'ai souligné en Grande-Bretagne, qu'est-ce qui est en train de se passer euh, pour mettre ça sur le cloud, etc., pour avoir une puissance de calcul. Moi, je me dis, étant donné les enjeux environnementaux, puis on parle de plus en plus de sobriété numérique,
plus on va mettre de l'avant, est-ce que c'est nécessaire d'avoir autant de données? Hein? Est-ce que il n'y a pas un impact, par exemple, environnemental, quand on fait un deal avec telle organisation qui est rattachée à une plus grande organisation qui est les GAFAM? Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de faire un débat puis de dire, comme tu le dis, ça sert qui au juste? Est-ce que ça sert l'élève ou ça sert l'entreprise? Et c'est des questions éthiques, pour moi, fondamentales, sur lesquelles on n'a pas assez débattu présentement. On n'a pas assez débattu. Puis pourquoi je souligne le choix environnemental de sobriété numérique? On en parle au niveau macro, mais si on le met de l'avant en disant est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'il n'y a pas un impact environnemental en prenant ce choix technologique-là avec telle industrie, telle entreprise? Euh, à mon avis, je pense que c'est l'angle mort qui qui est pas dans le débat démocratique présentement. Et nous, on essaie dans toute cette initiative-là, ça c'est un exemple d'initiative dans le monde de l'éducation, à outiller les gens à regarder ces questions-là puis à aller chercher des réponses. Aller vraiment chercher des réponses sur ce questionnement qui est très présent, qui est très important comme société, mais qui n'est pas assez discuté démocratiquement. Alors, là, je vous parle dans une posture de recherche, d'observatoire, qui a à cœur de vulgariser les connaissances. C'est la posture que nous, on a prise, d'outiller et de regarder les angles morts. C'est ce que je peux apporter comme réponse, mais je pense, Ludovic, que c'est une question qui doit être toujours en filigrane présentement. Et peut-être pour en revenir au point de départ, euh, l'IA générative, l'arbre qui cache la forêt, les enseignants, ils en pensent quoi? Les enseignants, ils en pensent quoi? C'est qu'en ce moment, il y a eu, il y a comme une peur. Je vous dirais que le premier moteur a été une peur qui a fait en sorte que des enseignants se sont posés beaucoup de questions sur leur système d'évaluation. Parce que là, on ne pouvait plus évaluer les compétences des élèves et même moi, comme professeur, j'ai changé radicalement mon mode d'évaluation. Alors, je vous dirais que en ce moment au Québec, on est plus dans, en tout cas du moins à l'Observatoire, on a convié un sondage d'aller chercher c'est quoi l'utilisation réelle de l'IA générative chez les enseignants, les professeurs et chez les étudiants et les élèves. Et on organise au mois de juin un forum pour discuter de ces résultats-là à la lumière aussi du Conseil supérieur de l'éducation et de la Commission de l'éthique, de la science et des technologies qui ont produit un avis. Je vais le mettre dans la boîte conversée qui soulève des préoccupations éthiques. Alors, nous, on s'est dit, en conviant les universités et les cégeps et collèges à participer à ce sondage-là, on va discuter de ça pour essayer de voir, à la lumière de l'avis du Conseil supérieur de l'éducation, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut se doter de pratiques. Et notre stratégie, ça a été d'ouvrir le dialogue le plus large possible pour bénéficier là, de cette conversation. Alors, en ce moment, c'est ça. Il y a un sentiment de peur, puis il y a un sentiment d'excitation, mais c'est très tranché. C'est très, très, très tranché entre wow, tout ce qu'on peut faire versus oh non, je ne veux pas utiliser le tout. Alors, l'esprit critique de l'utilisation, là, n'est pas encore cristallisé comme tel pour une utilisation responsable. Je mets ça entre guillemets parce que ce mot est tellement galvaudé. C'est là qu'on en est présent. Et peut-être pour terminer, alors une dernière question qui nous vient du chat sur la question des compétences. On a abordé la question des compétences tout à l'heure, des aptitudes professionnelles qui peuvent se développer, certes, mais aussi régresser possiblement. Et du coup,
la question porte sur les mécanismes à l'œuvre qui peuvent aussi engendrer une perte de compétences. Est-ce que tu peux expliciter cet élément-là? En fait, si je l'explique, je trouve que j'aurais pas assez d'assises scientifiques. C'est ce qu'on regarde présentement. C'est ce qu'on regarde, c'est quoi les gains. On voit quelques études. Il n'y a pas tant d'études qui expliquent ce phénomène-là. L'étude que je vous ai soulevée, c'est celle sur le leadership qui se rétrécit. Euh, mais en termes de référentiels de compétences, parce qu'on voit souvent les organisations qui ont des référentiels de compétences. Il n'y a pas tant d'études. Moi, personnellement, avant de venir donner ce séminaire-là, j'ai vraiment cherché, je voulais vraiment arriver avec des résultats pour dire qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd. Et il y a vraiment très peu d'études. Mais on suit le tout. Mais moi, je crois que l'élément que j'ai voulu souligner aujourd'hui, c'est le jugement professionnel qui est quand même l'élément central sur le plan des compétences, hein. Tantôt, je disais que le- les valeurs sont l'assise, là, l'encadrement éthique est devenu l'assise, mais le jugement professionnel, l'expertise, c'est le fondement. Alors, il faut voir si ce jugement-là est suspendu, anesthésié, sous-utilisé. Je pense qu'il y a des intuitions ici qui pourraient nous aider à comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer sur le terrain. Et moi, j'aimerais bien le mesurer comme chercheur en disant est-ce que ce jugement-là est suspendu dans quelle occasion, pour quel aspect, etc. Ça pourrait être intéressant, mais j'aimerais mieux vous donner des assises scientifiques pour répondre à ça. Mais mon intuition scientifique est à l'effet de regarder de plus près le jugement professionnel. Puis c'est peut-être une façon de se dire et ne pas oublier le fait qu'il n'y a pas que les machines qui... Oui, Je exact. te laisse la Là, main, Vincent. j'ai Pardon, mis, vas-y. la référence, mais là, je m'aperçois que j'ai mis une référence qui est juste accessible aux autres et panélistes dans mon boîte conversée. Fait que donc, vous pourrez la transmettre aux participants. J'ai pas Ok, on accès fera le aux relais. participants. J'avais une question, Lise, pour être sûr d'avoir bien compris. Un moment dans le déroulé du projet, quand vous passez d'une entrée technosolutionniste que vous renversez pour faire plus de place aux enjeux sociaux, vous indiquez une cartographie des variables utilisées pour faire les prédictions. Ma question est de savoir, est-ce que ce travail de cartographie des variables, elle est le fait de qui? Elle est le fait d'un groupe d'experts auquel vous avez participé vous-même avec peut-être d'autres chercheurs, ou est-ce que c'est des experts, mais aussi des profanes en IA, mais en gros des professionnels concernés précisément parce qu'ils sont experts du travail, pour le coup, d'évaluation des élèves. Donc, qui c'est qui participe à ce travail de cartographie? Et si les professionnels concernés y participent, en quoi ça produit des éléments d'apprentissage, à la fois sur ce que c'est qu'une IA, ce que c'est possiblement ses travers, et ce que c'est que la construction d'une politique publique éducative? Bonne question. La cartographie a été produite par l'Observatoire et ça s'inscrit dans une démarche scientifique. La démarche qui a été utilisée, ça a été de rencontrer les centres de services scolaires et de recueillir auprès de ceux qui avaient le mandat des données du décrochage scolaire ou de la réussite scolaire, parce qu'il y a des milieux qui ne veulent pas parler du terme décrochage scolaire, ça a été de comprendre comment il, il cartographiait la réussite scolaire, puis c'était quoi le langage qui a été utilisé. Donc, au départ, ça a été une démarche qualitative pour construire la cartographie avec les 61 milieux là, de commission scolaire. Puis à la lumière de ça, on a produit un rapport suite à ces rencontres. On est allé plus à fond avec certaines commissions scolaires qui étaient impliquées dans le projet d'IA, parce qu'il y a des commissions scolaires qui ont servi de projet pilote. Donc, on était impliqués. Donc, l'assistant de recherche est allé plus à fond dans certaines données.
Et le rapport a été produit et il a été discuté dans, vous savez, quand j'ai montré la diapositive avec les parties prenantes, là, il a été discuté dans ces groupes-là. Donc, on a fait une démarche de recherche. On a rencontré, outre les commissions scolaires, on a rencontré aussi des experts en éducation qui étaient spécialisés sur le décrochage scolaire et la réussite scolaire. Et on a ramené ça. Fait que là, nous, notre mandat, ça a été de ramener un point de vue scientifique dans le débat du groupe des parties prenantes. Et à partir de là, eux, au départ, avaient une idée très précise des paramètres à mettre en place dans le système d'IA. Et quand on est arrivé avec la cartographie pour dire c'est pas comme ça que ça se passe, il y a une variabilité. Il y a des secteurs, par exemple, dans les milieux euh, plus vulnérables, que c'est pas certaines variables qui retiennent comme les autres qui sont dans des milieux économiquement plus favorisés. Alors, ça a été comme une découverte d'arriver avec ces nouvelles perspectives-là et de montrer la texture différente des milieux et unique des milieux. Parce que chaque milieu a une texture particulière compte tenu de sa réalité, de son profil socio-économique. Alors, on est venu comme un peu contrer Là, c'est moi qui le dis, c'est Lise Langlois, c'est pas le projet comme tel, là. À quelque part, je vois ça comme ça a été comme un contre-coup à cette homogénéisation, cette tendance à la standardisation en disant minute, c'est plus compliqué que ça de vouloir faire un système. Et on est parti de 6 à 2, n'oubliez pas. Il y avait un projet de 6 algorithmes. Ça, ça a chuté à 2. Dans le prolongement de la question précédente, est-ce que les groupes professionnels, suite à votre expertise sur la cartographie des variables, ont été amenés à amender précisément la cartographie de ces variables? Ben, les groupes professionnels, en fait, nous, c'était de donner un avis scientifique selon une approche scientifique, mais c'était ceux qui portaient les données qui ont été rencontrées. Donc, mais la cartographie a été discutée. En fait, tous les autres groupes ont accès à ça. Alors, si par exemple, une association d'enseignants, euh, je ne sais pas si je comprends bien la question, là, mais nous, on a produit un avis à la lumière de la démarche méthodologique, comme je viens d'expliquer. On a déposé ça. Après ça, le document, le rapport, est accessible à tous. Alors, ils peuvent très bien, que ce soit les autres groupes, les syndicats, les associations professionnelles, etc., ont accès, puis ont des éléments de réflexion et une démarche scientifique qui a été proposée avec ses forces puis ses limites. Donc, je ne sais pas si je comprends bien la question là, par groupe, mais ça a été fait de cette façon-là. Merci beaucoup, Lise.